Bonjour à tous et toutes. Cette semaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de Karine et de toute la fine équipe de l'association Valentin Aoui, la VH, pour vous présenter leur émission Le Lien. Toutefois, je vous propose tout au long de cette heure d'aller à rebours, d'aller à la découverte de cette émission et d'aller voir une succession d'entretiens ou de passages plus intéressants choisis. Ces enregistrements ont été faits au mois de septembre. Je vous propose ainsi d'aller à la découverte de l'émission du 5 septembre 2012 où Karine, Carole, Patricia, Julien, Marie parlaient entre autres du métro et l'accessibilité, de l'audio-description en nous présentant les cas, et on avait droit à une page scientifique avec la présentation du dispositif A-Ring. Patricia, les livres du mois peut-être, voilà. Et puis des livres audio aussi. Alors, de la bibliothèque du comité, je vous propose des romans, littérature, policier. Alors, je commence par un roman, Le secret de Clara, de Françoise Bourdin. Alors, il dure 10h22, je le précise, parce qu'il y a certains qui ne veulent pas forcément des livres qui sont trop longs en durée. Donc, c'est un livre audio, hein, donc je précise, disponible à la VH. Voilà. Alors, c'est 1900. Alors, je fais un petit résumé à chaque fois pour donner envie aux gens de les lire, pourquoi pas. 1945, deux frères s'entretuent. Clara tente l'impossible pour que cet acte n'affecte pas le reste de la famille. Ensuite, une littérature, Le temps des amours de Marcel Pagnol, durée 7h34. C'est sans la moindre inquiétude, mais au contraire avec une véritable joie que je quittais la maison un matin d'octobre pour la rentrée au lycée où j'étais admis en 5e. Après 3 policiers, donc le premier est La grande fenêtre de Chandler, Raymond Chandler, 6h37 de durée. Cela commence par une histoire de pièces rares. Tout le monde sait qu'il l'a volée, mais personne ne semble s'en soucier outre mesure. Marlowe ne comprend pas pourquoi la vieille l'a embauché. Il a l'impression qu'on le mène en bateau. Ensuite, La porte de Simenon, Georges Simenon, 4h14. Les plus désespérés des Simenon sont souvent les plus beaux, et pourtant c'est d'un amour profond et partagé qu'il s'agit dans la poignante histoire de Nelly et de Bernard, mariés depuis 20 ans et vivant heureux dans le paisible quartier du Marais. Et enfin, Les volets verts, encore de Georges Simenon, qui a beaucoup de succès pour nos lecteurs, 5h55, c'était curieux. L'obscurité qui l'entourait n'était pas l'obscurité immobile, immatérielle, négative, à laquelle on est habitué. Elle lui rappelait plutôt l'obscurité presque palpable de certains de ses cauchemars d'enfant, une obscurité méchante qui certaines nuits l'attaquait par vagues ou essayait de l'étouffer. Je finirai par proposer aux gens de venir au comité pour la médiathèque et de proposer des auteurs. On peut demander à Paris de nous transmettre ces auteurs, donc essayer de faire du sur-mesure pour les gens s'ils le veulent, mais ils viennent nous voir et ils nous proposent des auteurs qu'ils aiment bien, qu'on n'aurait pas de disponibles. Voilà. Tu avais aussi une association ECA pour faire des livres à la demande. Alors, ECA, effectivement, propose un enregistrement à la carte pour les aveugles. Facilite aux aveugles et malvoyants l'accès à la culture par l'enregistrement d'ouvrages scolaires, universitaires, littéraires ou scientifiques, de revues et documents divers, ainsi que tout livre utile à leur profession ou leur loisir sur CD, MP3 et cassette audio. Vous êtes aveugle ou malvoyant, vous appréciez la lecture audio ou elle vous intéresse, mais celui que vous avez précisément envie d'écouter, celui dont vous avez besoin pour vos études ou votre profession, n'est pas forcément disponible en version sonore. ECA et ses lecteurs vous proposent de l'enregistrer pour vous. Alors, vous nous envoyez gratuitement, je précise comment on procède. Vous nous envoyez gratuitement par la poste l'ouvrage que vous souhaitez faire enregistrer, en nous précisant le support audio attendu, CD, MP3 ou cassette. Des réceptions d'un livre à enregistrer, les permanentes lui cherchent un lecteur disponible, familier si possible du sujet traité. Tout lecteur s'engage à lire dans les délais raisonnables l'ouvrage transmis, soit dans les cas les plus fréquents, entre 2 et 3 semaines. Alors le coût, c'est une cotisation annuelle de 30 €, support d'enregistrement à titre indicatif, donc 4 € pour un CD, 1,20 € pour une cassette de 90 minutes. Alors, enregistrement à la carte pour les aveugles, je donne l'adresse. 71 avenue de Breteuil, 75 015 Paris. Je redonne l'adresse, 71 avenue de Breteuil, 75 015 Paris.
téléphone 01 43 06 94 87. Je redonne 01 43 06 94 27 ou au 01 43 06 94 28. Je redonne 01 43 06 94 28. Parlons d'accessibilité dans notre métro toulousain avec Carole. Et oui, alors ici à Toulouse, en fait, il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites. Alors certes, Marie va me dire, on peut faire mieux, mais je vais parler de ce qui existe déjà. Je sais que tu es sceptique, mais tu vas voir, ça c'est une bonne information. En fait, Toulouse a mis en place de l'audiodescription, donc pour l'ensemble des transports, à savoir métro et tram. Alors en fait, on peut télécharger sur le site de Tisséo, à savoir tisséo.fr. On a une zone à même la page principale qui s'appelle le réseau accessible pour tous. Quand on clique dessus, on a accès à des informations intéressantes, certes, mais surtout, en milieu de page, il y a un article qui s'appelle les audiodescriptions des stations de tram et de métro. Alors on choisit ce qu'on veut, le tramway et le métro ligne A, ligne B. Et pour chaque arrêt, on peut télécharger ou écouter à même le site une audiodescription donc, de l'endroit sélectionné. Alors, personnellement, je l'ai écouté, Julien aussi, on va peut-être pouvoir donner notre avis. Je trouve que d'un point de vue technique, c'est intéressant quand même. Je veux dire, c'est une bonne chose. Après, il y a peut-être des choses qui manquent. Qu'est-ce que t'en as pensé, Julien ? Alors, c'est pas tellement des choses qui manquent, justement, c'est plutôt très bien décrit, même c'est très long. C'est-à-dire qu'ils décrivent vraiment toute la station de détail avec les différents trajets. C'est pour ça que je pense, et c'est comme d'ailleurs c'est précisé sur le site, c'est vraiment pour préparer son trajet. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va plutôt écouter avant de partir, et pas quelque chose qu'on va mettre dans son lecteur MP3 pour écouter sur place. Sinon, c'est un coup à rester 10 minutes entre chaque station. En fait, je pense que le mieux, c'est quand on sait où on veut aller, qu'on sait par quelle station on va passer, c'est peut-être justement de l'écouter avant de partir et de prendre des notes, si on sait par exemple qu'on est plus du genre à prendre l'escalier ou l'ascenseur, prendre les notes de ce qui nous intéresse en fait avant de partir. Je pense que c'est le mieux, parce que à écouter sur place, à mon avis, c'est difficilement gérable, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent d'un coup, c'est des fichiers assez longs, et du coup c'est à mon avis pas évident de tout mémoriser d'un coup. Il vaut mieux, à mon avis, prendre des notes avant, quoi. Donc ça, en repérage en station, t'en penses quoi? Je sais pas, juste pour un repérage, c'est-à-dire une personne a vraiment du mal à se repérer dans Jean Jaurès, et tu arrives avec justement ton lecteur MP3 juste pour du repérage, pas pour faire effectivement un parcours. Est-ce que ça peut être utile? C'est, disons, je pense, une description assez bonne de la station. Après Jean Jaurès, à mon avis, elle est un peu compliquée. Il y a quand même 5 ou 6 morceaux à télécharger quand même sur Jean Jaurès. Ouais. Déjà, Jean Jaurès, c'est une station où il y a plusieurs niveaux. Et voilà. Donc, Bon, après, l'initiative est bonne. Moi, par exemple, j'ai beaucoup ri quand j'ai écouté pour le tramway l'arrêt cartoucherie, parce qu'il y a même une petite histoire du lieu. Ah bon? Au beau milieu de l'audiodescription, ils vous disaient, si vous saviez qu'à l'époque, ils venaient à la cartoucherie. les anecdotes. En tramway. Donc, bon, l'initiative est bonne, c'est intéressant, c'est facile à télécharger, comme je vous le disais, à même le site donc de tisséo.fr. Et je précise que Tisséo met à votre disposition des CD pour ceux qui ne seraient pas internautes. Il suffit de le demander. Et tu voulais aussi nous parler d'autre chose ? Oui, je voulais vous parler d'un petit objet, quand vous allez voir ce que c'est, vous allez être surpris. Faut saluer le travail de 3 chercheurs américains du Massachusetts Institute of Technology, je l'ai bien dit, qui ont mis à jour, en fait, qui ont inventé un prototype assez intéressant. Alors, histoire de susciter un peu plus votre curiosité, ils ont quand même comme ambition de remplacer, que le prototype remplace toutes les cannes blanches des aveugles dans tous leurs déplacements. Donc, déjà, ça annonce la couleur. En fait, il s'agit d'une bague qu'ils appellent iRing en anglais. Donc, c'est une bague miniature équipée d'une caméra que l'on porte à son index. Et en fait, elle est équipée donc d'une micro-caméra, comme je le disais, et elle sert à prendre des photos d'un objet ou d'un endroit pour avoir la description auditive. Alors concrètement, ils ont développé 4 applications principales. Donc donner la distance par rapport à un objet, histoire de se situer dans un espace. La couleur d'un objet, alors c'est ce que faisait déjà que je me rappelle jamais le nom. Colorino, Carole. Colorino et pas le Luminou. Mais aussi, ça peut donner la valeur de vos billets. Et aussi la lecture du prix d'un objet. C'est-à-dire que vous pointez l'étiquette d'un habit, par exemple, et vous avez le prix de l'habit en question. Alors concrètement, comment ça marche ? Vous pointez du doigt en direction d'un objet, vous pressez le bouton latéral avec le pouce pour prendre une photo. Déjà, vous avez besoin que d'une main. Si vous avez un sac dans votre main, pas de souci. La photo, elle est envoyée sans fil à votre smartphone, que vous avez dans votre poche.
Celui-ci, le smartphone l'analyse grâce à une application spécifique de traitement d'image et ça va en retour afficher et décrire vocalement ce qui a été pris en photo. Donc ça revient à vous dans vos écouteurs, dans vos petites oreilles. Donc on change rapidement de mode d'analyse en disant par exemple couleur, distance, etc. L'objet change de mode et va vous indiquer en fonction de ce que vous aurez pris en photo l'information que vous souhaitez. Moi j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Ça reste un prototype. À terme, ils pensent que en le développant, en mettant des caméras, des batteries, etc. de plus en plus performantes, le faire devenir un objet qui puisse être intéressant aussi pour les personnes valides, à savoir que ça puisse devenir de l'assistance à la navigation. Par exemple, pour des touristes qui se retrouvent à l'étranger, style Japon, Chine, et qui ne comprennent rien à la langue du pays, pouvoir se déplacer en lisant les panneaux grâce à la petite caméra, et sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable, vous avez marqué, j'en sais rien moi, Pékin à 30 km, à gauche les toilettes, etc. Des informations pratiques au demeurant. Donc intéressant pour le tourisme. Intéressant pour le tourisme, mais surtout très intéressant, on va dire pour les personnes quand même aveugles et malvoyantes pour se situer. Donc que ça ne devienne plus un gadget, mais un outil indispensable. Ah mais complètement. Donc ils Par essayent contre, remplacer la canne blanche, j'y crois pas trop. Oui, moi non plus. Hein. Après, c'est ambitieux. Ils veulent à terme mettre des lasers, rajouter des petites choses qui vont rendre la chose très très performante. Mais bon, l'initiative est quand même super intéressante. Ils vont essayer de faire réduire la taille de la bague parce que pour l'instant, c'est un objet qui est en plastique que vous posez à votre doigt, mais bon, petit à petit, ils vont réduire et rendre la chose beaucoup plus pratique. Tu préférerais des diamants, je suis sûre. Oui, bien sûr, c'est tout à fait mon style. Julien, tu voulais... Oui, non, c'est juste pour dire remplacer la canne blanche. Déjà, cet appareil, c'est très intéressant, ça peut être très pratique. Le problème, c'est que ça implique de se balader déjà avec une oreillette dans l'oreille, ce qui est pas forcément très conseillé quand on n'y voit pas du tout, parce qu'il faut vraiment se servir de ses oreilles pour entendre ce qui se passe autour. Merci Julien. Voilà, donc après c'est, pour les déplacements, pour moi c'est quelque chose que j'utiliserai, je pense, de moi-même. Après c'est sûr que pour repérer les billets par exemple, des choses comme ça peut être extrêmement pratique parce qu'il y a des techniques pour ça, mais c'est vrai que si on peut avoir un appareil qui le repère pour nous, ça peut être effectivement faut que ça soit un gain de temps, quoi. Voilà, pas remplacer l'auditif. Non, et puis au demeurant, ça ne, comme on le disait avec Karine en discutant hier, le problème c'est que même si ça vous donne les objets dans la surface où vous vous situez, ça ne vous donne pas les trous qu'il y a au sol par exemple. Donc ça, la canne, c'est indispensable. Voilà, mais l'initiative est quand même bonne à souligner. C'est un prototype dont je vous parlerai pas de prix, de disponibilité parce que c'est en cours de développement. Mais je pense que c'est de plus en plus de produits de ce genre vont quand même rentrer dans la vie des personnes, des personnes malvoyantes ou non voyantes. Et ça, c'est quand même super, je trouve. Votre émission Le Lien reprend après cette petite pause. Nous allons partir au pays où il fait beau. Nous allons partir du côté de l'Inde avec un groupe qui s'appelle Aldavidja qui ont sorti leur premier album, un album intitulé Soma. Et je vous propose tout de suite d'écouter le premier titre, Yémen. Une radio, 4 fréquences. 98.3 Midi Toulousain, 89.4 Comminges, 106.1 Lauragais, 99.5 Val d'Aran. Après cette pause musicale, je vous propose de continuer à réécouter certains sujets réalisés tout au long de cette saison grâce au lien et d'aller ainsi à la découverte de l'émission du 12 septembre 2012 où notre équipe s'intéressait au Louvre en 3DS. Carole, tu voulais juste nous parler du Louvre Oui, on termine la session d'aujourd'hui avec une petite anecdote aussi. Il faut savoir que depuis avril dernier, le Louvre propose un audio guide un peu particulier. C'est une Nintendo DS, oui, 3DS même d'ailleurs. Ces Nintendo, elles ont 700 commentaires d'œuvres et de salles, donc 35 heures de contenu audio. Je sais pas si vous imaginez quand même. C'est du sport aussi, je crois. C'est du sport aussi. Donc en fait, comment ça se passe ? Vous avez votre petit audio guide autour du cou, des écouteurs, et vous vous baladez dans le musée. Si vous ne connaissez rien au musée, vous choisissez le parcours chef-d'œuvre et il vous emmène de la Vénus de Milo à la Joconde à travers
tout le palais qui est quand même immense, je vous le rappelle. Si vous souhaitez en autonomie, vous sélectionnez un autre mode sur la Nintendo, et puis avec un système de géolocalisation dans le musée, quand vous arrivez dans telle ou telle salle, on vous parle des œuvres devant lesquelles vous vous trouvez. J'ai trouvé ça pas mal du tout, j'ai visualisé quelques vidéos. Il y a sur la Nintendo un plan interactif, vous avez des animations 3D des œuvres, vous pouvez les regarder sur votre Nintendo. Si vous êtes malvoyant ou non-voyant, vous contentez d'avoir les interviews qui ont été réalisées par des conservateurs et des conférenciers spécialistes du Louvre. Donc il y a une qualité en termes de guidage qui est quand même très intéressante. Et celle-ci, c'est la console est en prêt au niveau de l'accueil. La console est en prêt au niveau de l'accueil. Combien ça coûte? La location, ça coûte en plein tarif 5 € et 3 € pour les personnes handicapées, gratuit pour les enfants. Et vous avez une formation rapide à l'entrée, c'est-à-dire qu'on vous laisse pas avec la machine et vous partez. Mais c'est donc accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Je sais qu'ils essayent aujourd'hui d'avoir un parc de quasiment 5000 Nintendo. À savoir que, pour la petite anecdote, pour finir rapidement, ces consoles ont été données gratuitement par Nintendo, qui s'est fait un coup de marketing et de com phénoménal en fournissant toutes les Nintendo qui sont évidemment bloquées, donc on peut pas y mettre sa console, ses jeux de Mario Bros et compagnie pour jouer pendant que les parents se baladent et qu'on s'ennuie, ça marche pas, hein. On est obligé d'écouter les commentaires. L'initiative est belle, mais à côté de ça, encore une fois, il y a un petit coup de marketing derrière, puisque Nintendo a tout fourni. C'est jamais innocent, mais c'est sympa de le savoir. L'intention est bonne, surtout que bien souvent au Louvre, quand on y va, c'est plein de monde, on peut pas s'approcher des œuvres, donc avec l'audio guide, on peut zoomer, il y a une partie interactive qui est très sympathique, et puis que vous avez une possibilité de rester dans un parcours prédéfini, et si vous vous perdez, vous êtes audio guidé, donc si vous êtes malvoyant, vous êtes guidé au pas à pas, hein, je précise. Donc il y a quand même un vrai travail qui a été fait sur ce sujet. Voilà. Eh bien, merci Carole. Et puis, si vous voulez faire un petit séjour à Paris, allez visiter le Louvre. Donc, oui. Seconde pause musicale. Ce coup-ci, nous allons écouter The Temptation qui chante My Girl. En Midi Toulousain, Radio Occitanie 98.3. 98.3. Radio Occitanie, l'émotion du pays. Radio Occitanie, l'émotion du pays. Toujours à l'écoute de votre émission Le Lien, composée exceptionnellement cette semaine de rediffusion de séquences déjà diffusées, en gros un best-of, et je vous propose d'aller à la découverte du 19 septembre 2012, où l'émission Le Lien discutait entre autres autour de la question des défis sportifs ainsi que de la RATP. Je vais reprendre la parole pour vous parler d'un petit coup de cœur. Je voulais mettre à l'honneur des hommes et des femmes par rapport à leurs défis physiques, mentaux, par rapport à des épreuves, des challenges. Voilà, j'ai vu sur France 2 un carnet de voyage où il parlait d'une aventure humaine par rapport à des groupes de personnes. Alors il y a eu Paul et Henri qui se sont lancés dans une aventure d'une semaine entre Marseille et Cassis de 20 km en fauteuil roulant. Alors donc c'est avec une chaise porteuse qui s'appelle Joëlette. Et ils ont fait ça pendant une semaine avec des accompagnants, et ils ont partagé évidemment des fous rires, des choses plus difficiles. Tu as dit la goélette? Non, en fait non. Joëlette, c'est le nom d'une chaise porteuse. C'est spécifique, c'est pour faire les trajets dans les montagnes, pour grimper, etc. C'est pas un fauteuil roulant classique. C'est une chaise qui permet de se déplacer dans les chemins, etc. Et ça s'appelle Joëlette. Que l'on peut porter. Voilà, donc c'est un appareil. Carole. Oui, j'arrive. Peut-être que les auditeurs n'arrivent pas à visualiser, mais il y a bien des personnes qui aident. Oui, bien sûr. Voilà. Mais donc, simplement, c'est pas un fauteuil roulant classique, parce que tu peux pas avec un fauteuil roulant. Oui. Je crois d'ailleurs que j'ai vu l'émission en question, donc les chaises en question sont adaptées avec des pneus spécifiques pour pouvoir passer tout terrain. Et donc il y a des personnes qui accompagnent et qui aident à porter les personnes. Et je trouvais cette émission qui était intéressante, et il y a aussi Hervé qui a décidé de partir en mer avec 3 amis handicapés aussi à Lorient. Ils ont participé à une régate
face à des équipes de valides. Donc c'était juste un mettre à l'honneur ces gens qui font des choses qui se surpassent. Après, c'est des gens comme tout le monde, simplement avec des défis, des envies de se surpasser. Des passions, et c'est bien qu'ils les vivent. Et c'est bien qu'il y ait des associations derrière qui leur permettent, voilà, tout à fait. Et alors après, bon, j'ai vu aussi, du coup, je me suis intéressée à ce sujet et je voulais voir un peu les défis qui avaient été faits par d'autres personnes. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait un alpiniste américain, unijambiste, donc là ça concerne plusieurs handicaps. Il est parvenu en mai 98 au sommet du mont Everest, au Népal, devenant le premier alpiniste handicapé à réussir cet exploit. Après, nous avons aussi Tom Whitaker, 49 ans, accompagné de 4 Sherpas, a atteint le plus haut sommet du monde, à 8848 mètres, après 8 heures d'ascension par la face sud-est. En Europe, il y a Siegfried Zumecker a été en 1964, donc ça remonte un peu, le premier aveugle à gravir le sommet du Mont Blanc, accompagné de 2 guides. Depuis, alors les exploits de ce genre effectués par des handicapés se sont multipliés, parce que forcément ça donnait envie à d'autres personnes de faire ce genre de défi. On a aussi en mai 2007, un Français unijambiste, Franck Bruno, adepte des aventures extrêmes, a mené à son terme une traversée d'est en ouest du Groenland sur 410 km, effectuée à crampons et à ski au sein d'une équipe d'alpinistes valides. Alors, il y a aussi Angela Madsen, une américaine paraplégique de 46 ans, et Frank Festor, un Français de 36 ans, amputé d'une jambe, ont bouclé en février 2008 la traversée de l'Atlantique à la rame. Seuls handicapés à concourir dans cette course transatlantique, ils sont arrivés en 12e position des 21 bateaux en compétition à bord de leur yacht de 7 mètres de long. Et je finirai sur Philippe Croison. Alors, amputé des bras et des jambes, alors lui, il est connu quand même, voilà. Il a réussi son pari, là, dernièrement, de relier les 5 continents à la nage. Alors, c'est une belle victoire pour Philippe Croison, amputé des bras et des jambes après un accident. Alors, malgré son handicap, le nageur a traversé le détroit de Bering, réussissant ainsi son pari de relier les 5 continents à la nage. Alors, je referai un sujet sur Philippe Croison parce qu'il y a de quoi dire. Il nous fait des défis, il nous envoie c'est une personne. Voilà. Magnifique. Donc je ferai un sujet rien que sur lui parce qu'en plus il commence à être connu et donc ce serait bien de voir un peu ce qu'il fait. Mais au-delà de ça, au-delà des réussites et des exploits sportifs, je pense qu'il faut souligner le mental de ces personnes-là qui surpassent, mais je pense, la moitié de la population sur Terre, parce que au-delà de leurs complications physiques, mentales et compagnie, ils arrivent à développer un mental et une capacité une force énorme. Je veux dire, c'était le message que vous voulez transmettre, qu'il fallait pas s'arrêter et qu'il fallait essayer avec ses petits moyens. Évidemment, tout le monde n'est pas capable de faire ce genre d'exploit, mais se donner déjà des petits défis déjà. Voilà. Eh ben nous on fait de la radio, voilà, et on aime ça. Voilà, c'était mon petit coup de cœur. Eh bien, moi j'en avais une autre, figure-toi Patricia, il s'agit d'un petit garçon brésilien qui est né sans pied. Et pour un Brésilien, c'est surtout pour un garçon. Pour le foot. Oui, qui dit Brésil dit foot. Voilà. Donc naître sans pied au Brésil, c'est très difficile. Eh ben non, ce petit garçon, il est très doué en fait dans ce sport. Et il a été remarqué par l'équipe de Barcelone. L'équipe de foot de Barcelone, mais oui. Et c'est notamment le joueur De Souza, plus connu sous le nom de Deco, qui l'a vu jouer à Rio. Et donc, en fait, il a intégré en septembre le club du Barça. Et il s'entraîne sous les yeux de Messi. Et oui, tout à fait. C'est la classe. Ça, voilà. Et ce petit garçon n'a que 11 ans à l'heure actuelle. Mais il est très, très, très prometteur, il paraît. Donc, il joue pieds nus au foot. Alors ceux qui comprennent pas, faut avoir vu quelques vidéos. Le petit marche sur ce qui lui sert de moignon, mais depuis toujours. C'est-à-dire qu'il a une agilité et une facilité. C'est incroyable. Donc évidemment, il n'est pas en souffrance quand il se tient debout. Faut s'éloigner de ces images-là. Et c'est son agilité et l'entraînement qu'il a développé qu'il a fait se faire opérer. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de prothèse possible non. à son niveau d'amputation, Non, pas une amputation, il est né comme ça, c'est une malformation. Mais on ne peut pas justement mettre de prothèse ou... Non, il porte des chaussures. Je sais qu'il porte des chaussures quand il va à l'école pour le regard que ça peut générer les autres enfants. Mais après, quand il joue pieds nus.
Comme quoi, on peut s'adapter à beaucoup de choses. Je crois que Mitch voulait nous dire quelque chose. C'est une petite question. Excusez-moi, donc là, ça devrait aller mieux. Oui, bonjour Mitch. Bonjour mesdames, c'était pour savoir ce que vous pensiez du gouvernement qui a reçu cette année exceptionnellement athlètes olympiques et athlètes para-olympiques en une seule session. Est-ce qu'il y avait eu un retour qui avait déjà été fait ou pas? Et qu'est-ce que vous en pensiez? Est-ce qu'il y a lieu de séparer athlètes handisport et athlètes valides? Ou est-ce que c'est bien que les deux soient ensemble? Pour moi, pour l'Élysée, en tout cas, je pense qu'une reconnaissance au niveau de l'Élysée est importante, effectivement. De les recevoir ensemble, c'est intéressant. Maintenant, pour ce qui est des compétitions, il y a effectivement un grand débat à savoir si l'on doit préparer ou même diffuser les épreuves le même jour. Par exemple, s'il y a une course, eh bien, on fait le paralympique le même jour. Je suis pas sûre que ce soit... Enfin, il y a un débat. Moi, je suis pas sûre que ce soit mieux ou pas mieux. Par contre, il faudrait pas que les installations, par exemple, soient démantelées avant que les Jeux paralympiques soient finis, comme on a pu le voir cette année à Londres. Ne serait-ce que par respect, effectivement. Ouais. Mais sur l'accueil à l'Élysée, par contre, c'est une belle image, je pense. Il y a un effort qui a été fait de ce point de vue-là. Au contraire de ce qui a été pas fait justement à la télé sur France Télévisions qui n'ont pas assez rediffusé, on en a déjà parlé la semaine dernière, qui n'ont pas assez rediffusé les programmes. Là peut-être qu'ils ont essayé de compenser justement en les recevant tous ensemble. Est-ce que ça répond un peu à ta question, Mitch? Il faut pas que ce soit exceptionnel, il faudrait que ce soit normal. Ah oui, voilà. bien sûr. C'est ça surtout. Que se passait-il au niveau de la RATP, Régie des transports parisiens? Alors c'est une initiative très intéressante. Alors depuis le 14 juin 2012, la RATP met à disposition des personnes sourdes et malentendantes son nouveau service clientèle dédié en langue des signes et en texte écrit. Alors comment ça fonctionne? Alors vous vous connectez sur internet sur la page www.ratp.fr/contact au pluriel. Cliquez sur le lien Accès sourds et malentendants juste en dessous de l'avatar présent sur cette page web. Vous serez dirigé sur une page dédiée où vous pourrez choisir le contact LSF ou par écrit. Vous entrez alors en communication avec un téléconseiller qui réalise le lien avec le service clientèle de la RATP. Donc ce téléconseiller peut choisir de communiquer en langue des signes ou par webcam, ou bien par webcam évidemment pour pouvoir voir les signes de la main si j'ose dire, et soit par écrit. Alors c'est la personne qui se connecte qui est choisie, rassure-moi. Oui, il choisit, mais après, il a une interaction par rapport avec la RATP, évidemment. Donc après, par contre, il faut savoir que ce service, il est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le service texte est disponible aux horaires d'ouverture les lundis et jeudis de 14h à 18h et les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 13h. Alors moi, je pense que c'est une bonne initiative, mais il faut se dire que ce service, il est bien quand on anticipe son trajet. Parce que je pense que quelqu'un qui va sur la ligne RATP comme ça va pas forcément il faut connaître déjà le trajet et que ça permet à la personne qui veut se déplacer de programmer son déplacement. C'est pas quand on est en train de voyager sur place que ça fonctionne bien. D'autant plus que je crois que le service en question, c'est avant tout pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de communiquer des questions sur la RATP en général. Je suis même pas sûre que ça ait été pensé à la base pour pouvoir aider à préparer un trajet. De ce que j'en avais compris, je pense que les personnes peuvent le faire, mais je crois que c'est pas que pour ça. Je pense que c'est pour des renseignements plus généraux. Oui. Ah d'accord, c'est sur la RATP, c'est une opération de com. De ce que j'ai compris. Après c'est pas dit que ce soit pas fermé à ce type de demande. Je pense qu'on peut faire des recherches de trajet ou des choses comme ça. Mais ce qui est sympa, c'est l'idée de pouvoir dialoguer par webcam comme si vous étiez sur Skype avec une personne qui va vous répondre en langue des signes. Ça c'est vrai que d'un point de vue de l'image, la RATP a fait un effort. Voilà. Je trouve que c'est une bonne initiative et peut-être il faudrait que d'autres organismes ou administrations prennent exemple. Voilà, le débat est très intéressant les filles, mais moi je suis la pendule de l'émission et je vous dis pas comment l'heure tourne. Ouais. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine pour une reprise en direct de votre émission Le Lien. Au revoir.